La science-fiction est quelque chose de très présent dans votre travail, notamment avec un livre et un film sur Philippe Cadic. Oui, il y a un bouquin sur Philippe Cadic qui s'appelle l'Abécédique, un abécédaire du monde d'aujourd'hui vu au travers de Philippe Cadic, qui est, comme vous le savez, l'inspirateur de Blade Runner. C'est tiré d'un roman de Blade Runner qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et effectivement, un film dont j'étais co-scénariste, celui qui connaissait Philippe Cadic dans les deux co-scénaristes, qui s'appelle donc Les mondes de Philippe Cadic, qui a été produit donc par Nova Prod pour Arte. Voilà. Donc c'est coproduit par Arte. Voilà. Hein. Et qui a été rediffusé, je crois, il y a à peu près 6 mois. Voilà. C'est à l'occasion de. Pour préparer. Je sais pas, mais voilà. Mais bon, généralement, souvent ils le mettent d'ailleurs avant Blade Runner. Voilà. Donc ça arrive assez souvent, ce qui n'est pas forcément un hasard. Est-ce que, alors, parce que du coup, l'idée là, c'est de parler de l'intelligence artificielle, de ses représentations et bien plus. Et de Blade Runner, on part surtout de Blade Runner, en fait. Voilà, de Blade Runner, des deux Blade Runner. Même si quand même, on peut dévier, mais après, ça dépendra de vous aussi, parce que l'idée, c'est que vous puissiez intervenir quand ça vous plaît. Alors du coup, Ariel, est-ce qu'on peut commencer, je veux dire, juste pour le commencement, de base, peut-être partir de Philippe Cadic, justement, puisque c'est tiré d'un roman de Philippe Cadic. Donc, je ne sais pas s'il faut revenir et présenter quand même qui est Philippe Cadic. Bon, je vais le faire, en fait. Bon. Ceux qui connaissent, en fait, peuvent ne pas écouter, et puis ceux qui ne connaissent pas, ils sauront. Donc Philippe Cadic, c'est un auteur de science-fiction qui aujourd'hui, en fait, et on peut dire, est entré dans on va dire, il est reconnu plus que n'importe quel auteur de science-fiction, puisque ses nouvelles sont relativement récemment parues donc chez Quarto, donc Gallimard, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. Donc c'est un auteur de science-fiction qui est né en décembre 1928, qui est mort en 1982. Pour la petite histoire, il est mort le 2 mars 1982. Il avait vu à ce moment-là quelques rushs, en fait, à peu près une trentaine de minutes, un peu plus, de Blade Runner, mais il n'aura jamais vu en fait, le premier film qu'il a inspiré donc, du côté d'Hollywood. Et il en inspirera beaucoup d'autres, puisqu'effectivement, on peut citer Total Recall, on peut citer Minority Report, on peut citer moins connu Scanner Darkly, d'autres, comme il y en a beaucoup d'autres, Next, l'agencement, l'agence, etc. Donc voilà, beaucoup d'autres films en fait qui sont directement inspirés de ses œuvres. Et donc il est donc comme je vous le dis, 1828, 1982. Il a fait plus d'une quarantaine de romans, de la science-fiction, mais au départ, il voulait aussi écrire des romans de ce qu'on appelle la littérature blanche. Il en a écrit quelques-uns. Il a été édité très tardivement sur ces romans de littérature blanche. Celui qui est le premier, intéressant en plus, qui est sorti en littérature blanche, c'était Confession d'un barjot, qui est paru bien après qu'il l'ait écrit, dans les années 70. Donc voilà, on pourra revenir sur lui, mais ce qu'on sait de lui de manière générale, c'est effectivement qu'il a inspiré beaucoup donc de films d'Hollywood, qui continue à le faire, inspiré des séries aussi. Il y a par exemple Le Maître Hugo Château, qui est l'un de ses bouquins les plus connus, qui est sorti en 1962 et qui a donné lieu à une série, je crois il y avait 4 saisons en fait, du Maître du Haut-Château, donc en série télévisée, qui était coproduit par Amazon, je crois. Ce qui doit faire drôle pour lui dans sa tombe. Mais ça c'est une autre histoire. C'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, il y a eu à peu près 4 saisons. Et puis voilà, il y a aussi donc les mondes électriques de Philippe Cadic. Il y a beaucoup ces 10 épisodes d'une série d'après des nouvelles de Philippe Cadic. Black Mirror revendique parfois aussi en fait l'héritage de Philippe Cadic. Donc il y a beaucoup de voilà, d'une certaine façon. Matrix, en fait, les sœurs Wachowski revendiquent aussi une certaine paternité dans le rapport à la réalité qu'il y a dans le film donc Matrix de 1999. Donc voilà, donc c'est un auteur de science-fiction qui a beaucoup inspiré Hollywood. Hollywood donc l'a beaucoup adapté.
et qui effectivement, on pourra revenir sur son parcours, mais il a commencé à écrire des nouvelles de façon assez folle autour de 1951, 51-52. Il écrit un très très grand nombre de nouvelles en gros jusqu'en 1955. Toutes ces idées-là, en fait, apparaissent. C'est une sorte de fouillis absolument incroyable. Il les publie dans ce qu'on appelle les pulps, c'est-à-dire des magazines américains assez bas de gamme, le plus souvent mensuels, parfois hebdomadaires, donc en feuilleton. Et puis, il va publier son premier roman dans la foulée, donc Loterie solaire, qui est un roman de science-fiction, inspiré par un autre grand de la science-fiction qui est A.E. van Vogt, donc de ce qu'on a appelé l'âge d'or de la science-fiction, qui est le premier grand moment de la science-fiction essentiellement aux États-Unis, autour justement des années 40 et 50. Donc Loterie solaire. Et puis après, voilà, il va publier régulièrement. Il aura des moments de creux, de vide. Il sera assez instable, assez agoraphobe. Hein, donc c'est un drôle de personnage qui alors, il se drogue, il me prend les amphétamines, hein, mais en fait, il ne prend pas. Il a pris une fois du LSD. Mais quand on l'interviewait sur est-ce qu'il prenait du LSD, quand c'était des hippies qui l'interviewaient, il disait mais oui, bien sûr. Alors qu'en fait, il l'a pris une fois et c'était un bad trip. Donc, il a raconté après ça à Rolling Stone. Donc, c'est un peu pour vous donner un peu le personnage, qui est une sorte de personnage très généreux, très instable, agoraphobe, qui effectivement a eu plusieurs moments donc, dans son parcours, donc avec pas mal de romans à partir de milieu des années 50. Quelques-uns de ses grands romans les plus connus donc, dans les années 60 au début, comme Le Maître du Haut-Château, à la fin des années 60, Ubik, Le Dieu venu du Centaure en 1964, et puis en 1969, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, hein, Do Androids Dream of Electric Sheep, qui est donc un livre qui a été traduit la première fois en français sous le titre Robot Blues. J'aime bien cette couverture en fait que je vous ai mis parce que c'est celle qu'il y avait chez mon père et c'est celle au sein duquel voilà, c'est dans ce livre-là que j'ai découvert ce roman. Donc roman donc, a été adapté donc, par Ridley Scott en 1982 donc, dans Blade Runner. Je ne sais pas si on rentre dans le détail déjà de ce qu'est le roman par rapport au film. Moi, j'avais bien envie, mais je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout le film et on doit faire attention à pas spoiler, ou est-ce qu'on peut quand même en parler? On peut en parler? On peut en parler. Bon. Okay. Ouais. D'accord, ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on ne dira pas tout. Voilà, on essaiera de garder quelques. Mais ok. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant par rapport au livre, et pour vous donner un peu une idée, et puis pour essayer de comprendre aussi pourquoi un auteur comme Philippe Cadic aujourd'hui reste quelqu'un de contemporain dans pas mal de ses idées, pas mal de ses textes, pas tous évidemment, hein, mais voilà, donc ce roman, donc Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques, c'est intéressant de se dire c'est quoi les différences qu'il y a par rapport au film. Ça permet de pas trop spoiler en plus. Mais donc voilà, déjà, vous allez voir dans le film, il y a assez peu d'animaux artificiels. Il n'y a pas d'animaux du tout parce qu'on est dans un monde qui est dans les deux cas, dans le film comme dans le roman, on est dans un monde qui est plutôt effondré avant l'heure. Hein, vous verrez, le film, c'est très noir, il pleut tout le temps. Donc, on est sur une atmosphère qui est très sombre. Dans le roman, c'est pareil. Tout s'effondre, tout s'écroule. Il y a une logique d'entropie, en fait. Hein. Les immeubles sont décrépits. La première différence, hein, je vous ai parlé donc de la chouette artificielle qu'il y a au sein de la Tyrell Corporation dans le film Blade Runner. La seule grande différence, déjà, c'est que le mouton électrique, qui donne son titre au roman, a disparu du film. Voilà. Hein, donc le mouton électrique, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Haibo, le petit chien Haibo en fait, qu'on prend pour un vrai chien, même s'il aboie différemment, et qu'il a une voix d'IA. Donc, même si à l'époque on ne parlait pas trop d'IA ou pas à ce point-là, mais en tout cas on a une sorte d'être artificiel, il y a les Tagamoshi, il y a donc toutes ces logiques en quelque sorte donc de mécaniques artificielles censées créer plus ou moins on va dire, de rapport. Là, ce qui est intéressant dans les androïdes rêvent-ils des moutons électriques, c'est que la clé du rapport à ce mouton électrique, c'est l'empathie.
hein. C'est-à-dire que on est dans un monde, il y a des chevaux électriques, on ne sait pas trop si oui ou non il y a de vrais animaux. Ce qu'on sait, c'est que s'il y a de vrais animaux, ils coûtent une fortune. C'est quelque chose qui est devenu culte au fond finalement. Un vrai animal, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé toucher, abîmer, manger, puisqu'en fait c'est devenu extrêmement rare dans un monde qui est déjà effondré. Donc vous voyez, le roman sort en 1968, et on est déjà dans une logique, une atmosphère qui est une atmosphère d'effondrement. Et ce qu'il y a de particulier dans le roman et qu'on va retrouver donc dans le film, donc certes, la biodiversité, ce point de la biodiversité va être moins présente dans le film, même si elle l'est effectivement. Il y a une place là-bas, Laurent. Ouais. Donc, pour vous dire, grande différence, c'est qu'il n'y a pas ce mouton électrique qui effectivement est un détail assez important, évidemment, puisque tout le roman est articulé autour de ce rapport au mouton électrique qui est possédé par Rick Deckard. C'est le même nom dans le film et dans le roman, qui est le chasseur de réplicants. Et au fond, ce mouton électrique sert de miroir, en quelque sorte, à Rick Deckard dans le roman. Et ce miroir-là disparaît dans le film. Il sert de miroir, puisqu'effectivement, la question est-ce Rick Deckard, on ne va pas dire s'il l'est ou pas, est-il ou n'est pas une machine? C'est un chasseur de machines, un chasseur de réplicants. Les réplicants vivent en 4 ans et ne pourront pas vivre au-delà de ces 4 ans. Et donc, le mouton électrique, c'est au fond cette métaphore de la vie artificielle et de l'amour d'une vie, même si elle est artificielle. Bon, ça a disparu. L'autre point qui a disparu entre le roman et le film, c'est ce qu'on appelait le mercerisme, une sorte de religion qui est basée sur une sorte de réalité virtuelle avant l'heure dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, les gens se connectent à une machine, une sorte de boîte, et ils montent la colline du Christ. C'est le calvaire du Christ qui est mis en scène avec une sorte d'acteur de seconde zone un acteur de seconde zone qui joue ce rôle-là, et les gens qui se connectent à cette boîte à empathie, parce qu'elle s'appelle la boîte à empathie, vivent dans la peau de ce personnage, le calvaire du Christ. Ou plus ou moins le calvaire du Christ, c'est pas forcément dit comme ça, mais c'est un Christ un peu loufoque, un peu bizarre, mais qui effectivement souffre vraisemblablement, et il y a cette logique de la boîte à empathie. Donc les deux clés au fond qui disparaissent entre le roman et le film, c'est ces deux détails qui sont les deux liés à la question de l'empathie, de la bonté, de l'agapé, selon saint Paul, qu'avait lu Philippe Cadic. Et donc après, effectivement, les autres éléments, par exemple le test Voikamp, qui est l'équivalent de ce qu'on appelait le test de Turing dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est cette idée de faire un test de dire voilà, on a d'un côté, on ne voit pas, on est en aveugle, un homme qui répond à des questions, une femme, quelqu'un, un humain en quelque sorte, et de l'autre, on a une mécanique, une machine. Et le test de Turing, il est passé favorablement par la machine si effectivement celui qui teste n'arrive pas à reconnaître en fait quelle est la machine, quel est l'humain. Bon. Et effectivement, dans le test que fait passer Rick Deckard aux réplicants, aux machines ou aux humains qui sont suspectés d'être des machines, eh bien ce test, c'est un test empathique qui mesure l'empathie. Vous verrez ça dans le film avec les yeux, etc. Donc voilà, ça, on retrouve ce point-là. Donc la question de l'empathie est présente dans le film comme dans le roman, mais avec évidemment des variantes. Un roman, c'est toujours plus étoffé, il y a toujours c'est beaucoup plus touffu, il y a toujours beaucoup plus on va dire, de richesse, et chacun se crée ses propres images. Mais c'est vrai que c'était pas un détail que l'absence du mouton électrique, voilà, et dans une moindre mesure de la boîte à empathie, puisqu'effectivement, Philippe Cadic, racontant des fables exagérant à partir de son quotidien, il a sans doute anticipé dans ses fables pas mal des choses qui nous arrivent. Il était obsédé par l'idée de vivre dans une réalité qui soit faite par d'autres que nous-mêmes, en quelque sorte, de type métaverse. Donc c'était un peu son obsession, de ne pas être manipulé en ayant le sentiment de vivre sa réalité, alors que c'est une réalité qui est conçue par d'autres. Puis s'il avait vu en plus la tête de Mark Zuckerberg, je pense qu'il aurait été encore plus affolé. Donc voilà, donc ça ce point-là en fait est assez majeur, et donc on retrouve effectivement pas mal de ces problématiques et chez Philippe Cadic et dans le roman, et cette
logique de réalité virtuelle, comme je vous l'ai dit, est absente par exemple du film. Ça, c'est une prémisse. Dans d'autres de ses romans, il y a des logiques qui se rapprochent de ce qui se passe en réalité virtuelle, mais c'est jamais la réalité virtuelle. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose d'autre qui passe par exemple par la drogue. Dans Le Dieu venu du Centaure, les Martiens, les gens sur Mars, ils prennent une sorte de drogue, ils se retrouvent dans le monde de Poupée-Patte. Voilà. Donc là, on est du côté de Barbie, vous voyez. Donc, et dans ce monde-là, pareil, on vit dans une réalité qui n'est pas la sienne. Et il avait vu ça, en fait, il avait imaginé ça à partir de ses filles jouant à la poupée Barbie. Il était tellement affolé, atterré par ça, qu'il s'est dit il faut elle rentre dans ce monde, elle ne peut pas en sortir. Mais on va exagérer, on va imaginer que via en fait une drogue et une vie en commun dans un espace virtuel, eh bien ces jeunes filles ou d'autres puissent effectivement, pour compenser, vivre dans ce monde-là. Et ça, donc, c'était en 1964. Voilà. Bon, il y a d'autres exemples encore que je pourrais vous citer dans un roman qui s'appelle L'œil dans le ciel, qui date de 1956, où il imagine une sorte de centre plus ou moins atomique qui y a un petit accident. Il y a 8 personnages qui se retrouvent à la suite les uns des autres dans la réalité de l'autre, en fait. Et ça, c'est assez drôle, parce que vous imaginez un libre penseur qui se trouve dans l'univers d'une femme d'une pudibonderie absolument atroce, où les gens n'ont pas de sexe, où tout se mesure à la prière. Voilà, donc ça crée des choses assez, des univers assez drôles de voir les uns dans les univers des autres. Donc voilà, ce livre, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, 1968, qui effectivement, à partir de 1981, est travaillé en fait même un petit peu avant, par Ridley Scott, des scénaristes qui bossent donc sur le scénario du film. Au départ, il devait même y avoir Mobius qui devait travailler dessus, mais ça s'est pas fait. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Et ce film, effectivement, on va en parler, va être assez marquant. Il est marquant. Peut-être déjà parce que au départ, c'est un échec. Aujourd'hui, c'est un film culte, mais peut-être rappeler qu'il y a eu plusieurs versions et que la première version qui a été exploitée, donc version, on va dire, studio, est une version avec une sorte de happy end et prenant les derniers plans au Shining de Kubrick. Donc il y avait quand même quelque chose qui est trafiqué, qui tombe un peu à plat, plus une voix off, plus des parties qui sont un peu plus lumineuses, éclairées, alors que du coup le directeur Scott arrivera bien plus tard, et là c'est vraiment la version telle que Ridley Scott la voulait, donc là, c'est celle que vous verrez tout à l'heure. Donc là il y a plus la voix off, voilà, la fin est beaucoup plus énigmatique, etc. Enfin, on est sur quelque chose. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que alors là, pour le coup, là, on risque de spoiler si on décrit la fin. Non, mais c'est peut-être sans rentrer dans le détail. Voilà, c'est que effectivement, sans rentrer dans le détail, la différence entre les deux versions, évidemment, c'est ce que tu as dit en fait, très clairement. C'est-à-dire que dans le film tel qu'il a été manipulé, comme souvent en dernière instance par Hollywood, pour la bonne morale, pour faire bien en quelque sorte, ça finit par une sorte de happy end, et il y a un plan final qui a été ajouté à la fin, qui n'a pas été tourné effectivement par Ridley Scott lui-même, qui se passe à l'air libre dans la campagne. Voilà, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur et il y a un soleil. Voilà. En tout cas, il y a du ciel. Bon. Et le paradoxe, c'est que dans cette version-là, c'est le seul moment où il y a du ciel. C'est-à-dire que dans tout le reste du film, c'est un univers sombre, pluvieux, une sorte de pluie acide. On est dans un univers qui est totalement, que certains ont qualifié de cyberpunk, mais qui est totalement effondré au fond, par rapport à ce billet-là. Et donc la vraie différence déjà entre les deux, c'est qu'on a cette guillemets happy end avec de la lumière dans la version Hollywood, et dans la version Director's Cut qui après donc a été la seule version en fait maintenant aujourd'hui qui est accessible en fait, et bien ça a disparu, et ce qui était une happy end devient non pas une fin forcément négative, une unhappy end, mais devient une fin qui laisse ouverte l'interprétation de celui qui regarde sur ce qui va se passer après. Voilà.
Est-ce que du coup on peut parler justement de cette, disons, de cette esthétique de l'effondrement, parce que voilà, tu es revenu là, plusieurs fois, et moi ça m'a frappé, tu vois, tu parles de cyberpunk, on parle aujourd'hui vraiment d'un film qui est un film matriciel, d'une esthétique comme ça, cyberpunk. Mais à l'époque, quand le film est sorti, on n'utilisait pas ce vocabulaire-là. On parlait de néo-noir, on allait plutôt chercher dans le film noir, classique, américain. Et je trouve ça assez fascinant de voir comment finalement le vocabulaire, quand on parle d'un même objet, alors même si c'est pas tout à fait le même, on vient de le dire, entre le director's cut et le producteur cut, mais quand même on parle quand même d'un même film et c'est pas tout à fait le même vocabulaire, et il est passé de quelque chose qui faisait écho ou qui était en référence à une période classique à un objet référentiel aujourd'hui. Est-ce que on Oui, déjà, ce qu'il faut, ça vous le savez aussi bien que moi en fait, c'est que un film, bon voilà, c'est un objet, mais il vit au travers de ceux qui le voient. En fait, un film c'est vivant en fait. Un film c'est vivant, et le film vu aujourd'hui, si vous le voyez ce soir, c'est pas le même film que si vous l'aviez vu il y a 20 ans ou si vous l'aviez vu lorsqu'il est sorti. Parce que tout simplement, par rapport au contexte qui est le nôtre, ce à quoi font référence les images, c'est tout simplement change. Hein, et donc la perception qu'on en a n'est absolument pas la même. Et moi je l'ai vu plusieurs fois, et j'ai jamais vu le même film. Et pour entrer un peu plus dans le détail par rapport à cette image, c'est vrai que lorsqu'on voit le film et qu'on oublie toutes les références de science-fiction, si on est un amateur de polar, si on est un fan de Humphrey Bogart, si on a lu Dashiell Hammett, on s'y retrouve. Voilà. Parce qu'il y a effectivement le chasseur de réplicants, il y a un côté thriller en fait dans le film. Il y a un côté thriller, il y a de la fumée, à l'intérieur, il y a des images qui font très clairement référence au film noir, qui font très clairement référence à des grands films des années, je veux dire, Le Grand Sommeil, on pourrait en citer d'autres, mais c'est vraiment cette esthétique-là. Hein. Donc ça fait partie de l'esthétique du film. Donc cette première impression n'était pas du tout fausse. Simplement, ce qui s'est passé ensuite, c'est que il y a eu donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu le monde de la science-fiction, le monde littéraire en science-fiction, mais il y a eu en gros, on va dire, pour simplifier, 3 grands mouvements dans le monde de la science-fiction qui ont été reconnus en tant que tels. Le troisième de ces grands mouvements, c'est ce qu'on a appelé le mouvement cyberpunk. Bon. Le mouvement cyberpunk, donc cyber et punk, c'est-à-dire considérer que la technologie fait partie de notre quotidien, de notre environnement, pour le meilleur ou pour le pire, avec des multinationales omniprésentes. C'est une des premières images du film, en fait, qui signifie cette présence par une publicité immense dans une atmosphère qui est assez japonaise, assez nippone, cette ambiance donc, en tant que telle. Et donc, dans ce monde donc, du cyberpunk, qui naît justement autour de 1984 à peu près, juste après, 1, 2, 3 ans après le film, eh bien, cette logique, le rapport au monde, c'est un rapport qui est plutôt un rapport noir, donc on retrouve le film noir, c'est un rapport critique, c'est un rapport se disant punk, c'est-à-dire rebelle en quelque sorte, mais totalement technologique, les technologies étant considérées comme faisant partie en quelque sorte de l'écosystème. Et donc, à l'insu de son plein gré, on va se mettre des prothèses, des implants ou ce genre de choses. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'implant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ces éléments prothétiques du cyberpunk ne sont pas présents dans Blade Runner. Il y a juste les voitures volantes, hein, qui sont une sorte de grands classiques, en fait, d'une imagerie totalement dépassée de l'âge d'or de la science-fiction qui datait des années 50. Donc c'est pour ça qu'à quoi tiennent les images, c'est toujours assez étonnant, sans parler en fait de ce côté comment dire, pyramide d'Égypte qu'on peut avoir, la musique de Vangelis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez tout ça. En fait, il y a un paradoxe parce qu'effectivement, on en a fait un film précurseur donc du cyberpunk, c'est-à-dire d'une vision punk de la technologie comme quelque chose de totalement quotidien. Et je crois que ça tient plus à une atmosphère, à une ambiance, à quelque chose qui a trait donc au rapport à la publicité, à cette question aussi quand même
alors, c'est pas que de l'intelligence artificielle, mais de l'androïde, du répliquant, c'est-à-dire de ce questionnement par rapport aux nouvelles technologies et de rapport de l'humain aux technologies. C'est pour ça, en fait, qu'on en a fait un film pré-cyberpunk, plus que sur des détails. C'est-à-dire qu'un film cyberpunk d'après, Johnny Mnemonic, tiré d'une nouvelle de William Gibson, de Jeannie Longo, Longo, c'est pas Jeannie, c'est la cycliste Longo. En fait, ça me rappelle la fois où j'avais expliqué que Richard Virin qui était un cyborg à l'insu de son plein gré. Donc le film donc Johnny Mnemonic, là on est vraiment dans un monde cyberpunk, c'est-à-dire on voit que l'atmosphère du film est très proche en fait de Blade Runner. En termes c'est très sombre en quelque sorte, mais le scénario est très différent puisqu'en fait Keanu Reeves est le porteur dans sa tête en quelque sorte d'un stock d'informations qu'il va livrer. Bon, et il y a une scène célèbre où il navigue dans le cyberespace, terme inventé par William Gibson. Donc on est déjà dans quelque chose proche, très très proche des logiques de monde virtuel, avec un côté un peu rebelle, un peu punk de personnages donc du film, inspiré donc de la nouvelle de William Gibson. Donc là, on est vraiment à la fois dans l'esthétique et sur le fond dans un monde cyberpunk, alors que dans Blade Runner, de fait, on ne l'est pas. Hein, on ne l'est pas, on l'est dans l'atmosphère et par un certain nombre de détails qui font qu'on a pu considérer qu'il était précurseur de ce genre-là. Et effectivement, le côté effondrement, parce qu'autant d'ailleurs dans le Blade Runner 2049 que dans le premier Blade Runner, les deux aspects clés qui ont été retenus et qui ont fait date, c'est effectivement cette atmosphère-là, très sombre, très noire, déjà presque effondrée, et ce rapport, on va dire, à la vie ou à l'intelligence artificielle, à ces êtres, ces androïdes, en fait, qui en ont inspiré plus d'un. Voilà. 2049, ça me paraît un peu plus marqué, justement ce rapport à l'effondrement, peut-être plus marqué dans les décors que peut-être que dans le Ridley Scott. On est plus dans un effondrement politique que vraiment, j'allais dire, que physique. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux époques où on regarde le film. Il est clair que si vous regardez le début en fait donc du Blade Runner 2049, dès le début et tout le film est construit sur cette double logique de la démiurgie, c'est-à-dire la démiurgie technologique, c'est-à-dire cette logique en fait, donc cet imaginaire technologique de dépassement des limites, avec le personnage central donc qui dirige, c'est plus la Tyrell Corporation, j'ai oublié le nom de la structure, mais ce grand méchant effectivement qui lui est le maître des réplicants, mais qui est aussi celui qui, le maître de la génétique, qui a fait, donc c'est la biogénétique, qui est à l'origine de ça, c'est-à-dire dans le début on voit ces grands, voilà, c'est des OGM quoi. Hein. Bon, en gros, mais ils n'avaient pas le choix apparemment, semble-t-il, dans le film. Donc on a en fait dans Blade Runner 2049 deux éléments qui étaient déjà présents dans le premier Blade Runner, mais qui sont poussés parce que tout simplement l'époque a changé et que ces éléments-là étaient présents, étaient l'une des raisons pour lesquelles le film Blade Runner a sans doute moins vieilli que beaucoup d'autres. Mais cette idée qu'il y a deux imaginaires très forts et qui sont très sidérants aujourd'hui, qui est cet imaginaire technologique de dépassement des limites, et de l'autre, cet imaginaire donc écologique, de l'effondrement en quelque sorte, en tout cas un imaginaire écologique du retour aux limites, la version ultime de ce retour aux limites étant tout simplement la fin de notre monde, et donc la logique post-apocalyptique, c'est la limite ultime, de la même façon que la limite ultime de cet imaginaire technologique, c'est l'IA forte, c'est l'intelligence artificielle, aboutissant à une véritable vie artificielle, en se mêlant pourquoi pas de génétique. Et là, évidemment, son archétype, c'est le répliquant. En fait, hein. Donc on a d'un côté le répliquant et de l'autre, l'effondrement. Voilà.
On retrouve donc ces deux clés qui sont présentes dans Blade Runner, le premier, mais qui sont poussées encore plus loin dans Blade Runner 2049, de façon non plus simplement induite ou sous-jacente, mais comme étant au cœur même du récit et des images qui sont présentées. Là, c'est une image de Las Vegas, dans lequel arrive dans sa voiture volante donc l'agent K. Donc l'agent K, dont on voit devoir jouer à un moment donné jouer avec une créature virtuelle chez lui. Au début, on se rend même pas compte que c'est un répliquant pur et simple, qui se pose la question lui aussi de son humanité. Et ça, c'est le point commun aussi. C'est-à-dire que la question centrale, c'est qu'est-ce que l'humain? C'est la question centrale du Blade Runner du premier, et c'est la question centrale de Blade Runner 2049. Voilà, qu'est-ce que l'humain en rapport à une machine? Qu'est-ce qu'une machine? Est-ce qu'une machine, Parce qu'une machine, ça a des émotions. Voilà, une machine. Est-ce qu'une machine a des émotions? Est-ce qu'une machine a des mémoires? Il y a le personnage sur la mémoire de Rachel, en fait. Là encore, sans trop spoiler, mais le personnage de Rachel est un personnage assez fascinant, en fait, et a été pour beaucoup dans le succès de Blade Runner. Bien évidemment, parce que ça c'est un léger spoil, mais je pense qu'on s'en rend compte assez vite. Et si on connaît le film un petit peu, on sait que c'est le cas. Moi, elle ne sait pas qu'elle est une réplicante. Voilà. Mais parce que tout simplement, sa mémoire, elle a une véritable mémoire, mais qui lui a été vraisemblablement implantée. Et au fond, elle se comporte, elle agit à tout point de vue de manière beaucoup plus humaine que Rick Deckard, qui est le tueur de réplicants. Et donc la question au fond, la dualité qui était plus, ou en tout cas la dialectique qui était plus complexe dans le roman de Philippe K. Dick, où il y avait à la fois le mouton électrique, à la fois Rachel, mais qui est moins importante, qui est intéressante. Il y a des dialogues passionnants dans le bouquin entre Rachel et puis Rick Deckard par rapport à tout ça. Donc au fond, la dialectique complexe, au minimum à 3, entre le mouton électrique, qui est une pure machine, mais Rachel, qui est une réplicante, et Rick Deckard, qui est censé être un humain, mais un chasseur de réplicants, aimant son chien électrique, son mouton électrique. Cette dialectique à 3 a été remplacée par une dialectique à 2, en fait, plus le concepteur, évidemment, Tyrell, de ces androïdes. Et puis, effectivement, toujours quelques autres personnages, dont notamment l'autre répliquant, joué par Rutger Hauer, donc, à savoir Roy Batty, en fait. Voilà. Du coup, est-ce que on pourrait dire que se pose la question, puisque c'est quand même c'est un film, on peut dire les deux sont surtout sur cette même veine en fait justement de la question de l'humanité. Qu'est-ce qui fait, en tout cas, qu'est-ce qui peut faire l'humain? Et cette question de la mémoire, parce que c'est quelque chose quand même qui est vraiment central. Et c'est presque, si on arrive à douter de ses souvenirs, douter de sa mémoire, du coup, c'est comme si on perdait notre humanité. Oui, cette question de la mémoire est essentielle. Elle est d'ailleurs présente dans les deux, Blade Runner et Blade Runner 2049. Il y a le personnage de la docteure Anna Stelling, je crois qu'elle s'appelle, dans Blade Runner 2049, qui est dans une bulle parce qu'elle a un problème de santé, d'immunité. Voilà, et elle fabrique en quelque sorte, elle est fabricante de mémoire. On voit bien d'ailleurs le rapport qu'il y a entre la mémoire et les imaginaires, en fait, dans la logique des souvenirs, comment la mémoire devient l'un de nos imaginaires, quelque part. Et effectivement, c'est l'un des points qui est questionné dans les deux Blade Runner. C'est vrai que, et c'est une question qui est intéressante parce que en gros, c'est comme si on se posait la question de se dire, est-ce que l'important, c'est d'avoir une mémoire ou d'incarner une mémoire? Est-ce que l'important, c'est de se dire j'ai une mémoire, mais en gros de s'en foutre, et qu'elle n'ait aucune importance, qu'elle ne tisse aucun lien avec notre vécu, ce qui est le cas de n'importe quel tyran. C'est-à-dire que, par essence, on peut considérer que même Hitler a été humain, mais je dirais pas qu'il aime les chiens, mais parce qu'il aime, mais il y a forcément quelque chose en rapport à la mémoire, en rapport au vécu, qui est cassé, en fait. Bon, est-ce que donc, mais il a une mémoire en tant qu'humain, il a une mémoire qui est la sienne, en fait. Rachel, en tant que réplicante, elle n'a pas de mémoire propre, mais elle a ses photos, elle a une sorte d'émotivité, de sensibilité excessivement forte par rapport à cette mémoire qui est factice. Est-ce que l'important, c'est l'essentiel de la mémoire?
l'essence de la mémoire ou ce que nous faisons de la mémoire, la manière dont nous la mettons en musique. Oui. Ça, c'est évoqué aussi dans Total Recall, vous l'avez dit en répliquant, mais le fait de changer la mémoire du héros change sa personnalité et change son rapport aussi aux autres. Oui, tout à fait. Même sans être artificiel, en fait, la mémoire aussi, elle est mise par rapport Oui, tout à fait. Dans Total Recall, c'est effectivement un point qui venait d'une nouvelle qui s'appelle en français, qui a été traduit par Souvenir à vendre. Hein, donc, avec l'ineffable Schwarzy, qui est lui-même un personnage complètement dickien, quoi. Vous imaginez en fait la place de Dick de dire que c'est Schwarzenegger qui a été gouverneur de Californie qui joue le rôle de... Donc là, on se dit il y a un truc qui est quand même assez étonnant. Et oui, tout à fait. Le rapport à la mémoire parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que raconte, si vous avez souvenir de ce qu'est Total Recall, le film, et de ce qu'il raconte, mais le Souvenirs à vendre, c'est le titre français qui est assez joli aussi, c'est-à-dire c'est le personnage central, donc Schwarzy en l'occurrence. À un moment donné, il en a marre de sa vie qu'il mène et il décide d'aller de se faire implanter une mémoire artificielle de vacances qu'il n'aurait pas vécue. Il y a une boîte qui est chargée de ça. Donc vous imaginez la charge critique aujourd'hui par rapport au tourisme. C'est-à-dire en gros, c'est pas là où on va et que ce qu'on vit qui est important, c'est le fait d'avoir les traces. En fait. Alors, c'était pas les smartphones et on prend des photos numériques à l'époque, mais dans la nouvelle de Philippe Cadic, qui date de... Alors, celle-là, je crois qu'elle est début années 60. Dans la nouvelle de Philippe Cadic, c'est des cartes postales, c'est des éléments en fait, qui font qu'on a le sentiment que c'est effectivement une mémoire vécue. Hein, bon. Et de fait, en fait, effectivement, c'est encore plus complexe dans la nouvelle que dans le film, mais effectivement, en essayant de se faire implanter ce souvenir factice, Schwarzy se rend compte qu'il a véritablement été sur Mars, en fait. Donc sa mémoire change. Voilà. Et effectivement, tout change. Et la nouvelle est assez folle parce qu'elle passe de rebondissement en rebondissement et on ne comprend pas la fin. Donc on peut l'interpréter de plein de façons très différentes, mais on voit bien que la question de la mémoire est l'un des points qui obnubile en fait Philippe Cadic. Et lorsque lui, il sous-entend que l'important c'est le rapport au vécu, hein, il sous-entend que c'est l'empathie vis-à-vis de l'autre différent. Ce qu'il raconte, c'est effectivement non pas une idolâtrie de ce que serait une mémoire en tant que telle, mais d'une mémoire qui ait du sens, qui se tisse, qui est de l'ordre de la relation et de l'expérience. Et c'est ça effectivement qui est important, et on retrouve cette idée-là dans les deux Blade Runner, on le retrouve dans Total Recall, on le retrouve comme l'un des éléments clés de Philippe Cadic, qui au fond se pose sans cesse deux questions, hein, c'est qu'est-ce que l'humain, et en rapport à ça, qu'est-ce que la réalité, et donc s'il pose la question de l'humain et de la réalité, il pose la question de la mémoire. C'est intéressant parce que dans les entre les deux, entre Blade Runner et Blade Runner 2049, du coup, on a deux rapports différents à la mémoire. L'un de découvrir que peut-être que ces souvenirs ne sont pas les siens, et dans l'autre, découvrir que finalement, les souvenirs que l'on pensait être implantés ne le sont peut-être pas, même si... Voilà, vraisemblablement, il le serait, mais voilà. Mais quand même, il y a un objet qui fait qui pourrait être une preuve que finalement, on a peut-être... on n'est peut-être pas autant une machine qu'on pensait l'être. Ça inverse un petit peu les rapports. Je trouve que le 2049 est assez passionnant à ce niveau-là, où... Oui, tout à fait. Comment on crée le trouble, ou comment presque l'intelligence artificielle elle-même se trouble. Alors ça, c'est un autre débat. L'intelligence artificielle qui se trouble, oui. Après, il y a différentes traditions dans l'intelligence artificielle, et puis la façon dont les scientifiques en France ou aux États-Unis ou dans différentes écoles en parleront très différemment les uns des autres. Mais moi, je prends souvent des précautions parce que pour avoir eu beaucoup de débats avec des chercheurs en intelligence artificielle, j'essaye toujours de dire attention, moi je parle des imaginaires qui sont derrière en fait. Hein. Bon, oui, c'est sûr que pour parler un petit peu du rapport à l'intelligence artificielle, c'est assez étonnant parce que de mémoire, je suis même pas sûr que le mot IA soit prononcé dans le film en fait. Hein. Et pourtant, quand Cédric Villani, c'est le seul truc où j'ai du texte là en fait, je crois. Voilà. Quand Cédric Villani fait son introduction donc à son rapport donc sur l'IA, donc c'est en 2018.
en introduction, il explique en fait que la discipline de l'IA est indissociable de films. Et il cite 2001 l'Odyssée de l'espace, Her et Blade Runner. Voilà, c'est les 3 films qu'il cite. Ça a du sens, hein, parce qu'effectivement, 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a eu les conseils de Marvin Minsky, de chercheurs, pour aboutir en fait au personnage donc, de HAL 9000. On pourrait en parler aussi, c'est assez fascinant à quel point ça a été prémonitoire de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde de l'IA, avec notamment Replica, en fait, qui était une sorte de compagnon virtuel qui a un succès fou aux États-Unis. Plus de 2 millions de personnes qui sont des adeptes, en fait, et qui était une sorte. C'est très exactement l'OS de Joaquin Phoenix, hein, donc, dans le film de Spike Jonze qui date de 2013. Bon. Et donc ce qui est intéressant, moi j'étais assez content dans un rapport qui est chiant comme tous les rapports, de voir cette introduction. Et l'autre point que les gens n'avaient pas beaucoup, sur lequel ils n'avaient pas beaucoup insisté, c'est que dans ce rapport, et là c'est très très innovant, et Cédric Villani était très innovant là-dessus, c'est qu'il a commandé des fictions. C'est qu'il y a, je crois, 3 ou 4 nouvelles en fait au sein du rapport. Olivier Paquet, donc certaines d'Olivier Paquet, qui est un auteur français, pas inintéressant, qui a beaucoup écrit sur l'IA, et puis il y a une autre autrice aussi qui en a écrit 2, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est juste pour dire alors, et donc je vous donnerai d'autres exemples si vous le souhaitez, mais ce qui est assez intéressant dans ce rapport à l'IA, c'est pourquoi est-ce que dans un rapport sur l'IA, pour que la France se réarme, etc., on va citer Blade Runner. Bon, c'est quand même assez étrange. Bon, ça veut donc dire effectivement que chez les chercheurs, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le mettent ou non, il y a quelque chose de l'ordre d'une fascination. Il y a quelque chose. Alors, moi, je m'amuse un peu quand même parce que sinon. Voilà l'un de mes personnages favoris, qui pourrait être un personnage de l'ordre donc de roman de science-fiction, mais qui ne l'est pas en fait. Ce personnage donc serait une sorte de mystique, de personnage effectivement un peu, qui était un développeur. Voilà, Blake Lemoine, un développeur chez Google, qui développait en 2022 l'équivalent de ChatGPT, en fait, qui s'appelait à l'époque LaMDA, une IA générative. Donc voilà. Et ce personnage. En fait, ce personnage, à un moment donné, il a commencé à dire dans les médias que son IA était intelligente, avait une conscience, elle contemplait, elle était méditative, et quand les gens la traitaient mal, il expliquait qu'il fallait quand même qu'elle ait un avocat, et il voulait engager un avocat donc pour défendre son IA, en fait. Bon. Donc les gens de chez Google, au début, ont dit... essaye d'éviter quand même, si tu le penses, ok, mais essaye d'éviter quand même. Hein, voilà, et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, il continuait en fait. Hein, mais il a été viré. Bon, hein, il a été viré de chez Google. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il a juste pété une durite? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a aussi autre chose derrière? Ma conviction est qu'il y a aussi autre chose derrière. C'est qu'il a exprimé une sorte de non-dit, une sorte de désir en fait, qui de tout temps a été relié à l'intelligence, on va dire à la technique, en fait, à la technique de façon générale, c'est-à-dire la faculté de la technique, le faire technique qui comble notre défaut en quelque sorte, hein, c'est ce qui nous manque. Cette logique-là de création, c'est le décalogue de la Bible, tu ne créeras point, tu ne sculpteras point d'humains, en fait, hein, d'hommes qui nous ressemblent. Et en fait, je crois que nulle part aussi fortement que dans le monde de l'IA, on retrouve ce rapport de la technique à la création et à la création potentielle de vie, de quelque chose qui ressemble à du vivant et qui pourrait être passé pour du vivant. Moi, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Voilà, oui. Ça fait un écho quand même à l'exposition de fait, voilà, puisque c'est présent dans l'expo donc au Quai des Savoirs. C'est-à-dire, dans l'Iliade, Héphaïstos, le dieu forgeron, il crée des trépieds d'abord, automatiques, qui vont servir les dieux de l'Olympe, qui sont quand même des gros paresseux, comme chacun sait, même s'ils ont des super pouvoirs. Ensuite, des animaux artificiels, et puis au fond, des servantes en or qui parlent et qui pensent. En fait, c'est pas anodin. C'est le dieu forgeron. C'est en fait le dieu de la technique, en fait.
c'est un fabricant, quelque part. Et donc, il fabrique des systèmes autonomes qui vont servir les dieux. Bon, alors il a peut-être des pouvoirs magiques qu'on n'a pas, hein, mais peut-être, voilà. Mais donc Blake Lemoine est peut-être le descendant donc de Héphaïstos, ayant réussi en fait donc à. Mais voilà, au-delà de l'anecdote, au-delà de la blague, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la façon dont les imaginaires potentiellement peuvent à la fois servir à une sorte de bluff qui est de dire les IA vont nous dépasser, vont nous détruire et donc allez chez moi, et en même temps de correspondre à quelque chose de profond, tout simplement, qui est aussi l'idée de comment on survivra une fois que le soleil sera plus là, en fait. Hein. C'est qu'un philosophe d'ailleurs donc c'était qui a écrit un truc sur la pensée sans corps. Donc je ne connais que lui, mais là le nom m'échappe. Comme quoi, je sais pas, une IA, en fait, voilà, il faudrait qu'il y ait une. L'IA, t'es là, tu peux me rappeler le nom. Donc, donc c'est celui qui a fait les immatériaux, en fait, à Beaubourg, en fait. Hein, c'est Lyotard, Jean-François Lyotard, voilà, hein, qui a fait La pensée sans corps, et qui, sans même parler d'IA, en fait, à l'époque, Jean-François Lyotard, donc, met en scène ce fantasme-là, quelque part. Ce fantasme-là, qui, même si on le refuse, même si on ne l'admet pas, chez pas mal de chercheurs, certains sont très loin de tout ça, en tout cas en théorie, à mon sens, est un moteur. Hein, c'est ce qu'on appelait l'IA forte aussi, qui était l'idée d'une IA qui soit autonome. On est évidemment très très loin du compte aujourd'hui. Les IA ne sont pas autonomes, aucune d'entre elles n'est autonome. Mais elle nous répond, elle nous donne le sentiment de la vie, un peu comme le mouton électrique donc de Philippe Cadic. On a le sentiment que c'est vivant, est-ce que ça l'est ou pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'un moteur, voilà, qui est de l'ordre d'un imaginaire. Passer de but en blanc de cet imaginaire au réel, à la réalité, on l'a vu avec Blake Lemoine, c'est pas forcément du meilleur effet, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas du sens. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui participe de ces univers de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, et ça, c'est un point important. Et pourquoi est-ce que donc on cite Blade Runner ? Parce que tout simplement, dans Blade Runner, on a ce même fantasme, ce même imaginaire quelque part de la création de la vie par un humain. Hein, et on en parlait tout à l'heure. Ça va même, je trouve que ça va même plus loin parce que j'ai l'impression, bon, dans Blade Runner, mais il peut y avoir, ça peut être présent dans d'autres films, mais c'est que le répliquant finalement est plus humain que l'humain. Et que dans le sens où le répliquant il cherche son créateur et à se rebeller, quoi, parce que il y a l'obsolescence programmée. Enfin, je veux dire, c'est l'humain et son Dieu et notre Dieu que nous inventons ou pas et que nous cherchons et où on vit avec cette espèce d'épée de Damoclès. C'est-à-dire en fait c'est le rapport à la mort, quoi, à l'extinction véritablement. Et finalement les répliquants ils ont quelque chose de je sais pas, on a plutôt tendance à s'identifier à eux quand même, quoi. Ils sont dans la rébellion, quoi. Ils sont dans la rébellion face à une position, à une négation en fait de l'être que l'humain leur impose, quoi. C'est l'humain est vraiment et le Dieu, il a le droit de vie et de mort sur ces machines, considérant que voilà, ce ne sont que des machines. Enfin, il y a quelque chose quand même un petit peu du rapport de l'homme et du divin. Oui, mais c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus qui a fasciné toute sa vie Philippe Cadic, qui dans sa dernière période, à partir d'une sorte d'épiphanie qu'il a eue en 1974, est devenu, voilà, donc il est devenu au fil du temps de plus en plus gnostique. Et en 1974, là, il a commencé vraiment à être totalement mystique, alors qu'il était beaucoup moins auparavant. Et ça a toujours obsédé, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles assez extraordinaires de Philippe Cadic où il imagine Dieu sous toutes ses coutures et les humains, en fait, comme dans une petite boîte, par exemple, etc. Donc, avec des expériences qui échouent et ainsi de suite. En fait, c'est lui qui avait une expression, mais je crois que certains, en tout cas, en parlaient à un moment donné de théologie expérimentale. C'est-à-dire qu'il faisait de la théologie expérimentale. Et au fond, le rapport entre le robot et l'homme, tout comme entre l'homme et Dieu,
pour lui, en tout cas, étaient des sujets d'expérimentation intellectuelle, hein, de simulation et de stimulation intellectuelle, posant cette question en fait, donc, du rapport entre... et qu'est-ce qui fait effectivement qu'un humain se comporterait divinement au fond par rapport à un robot, quoi, en fait, hein, en lui prêtant un manteau s'il a froid, par exemple. Et à l'inverse, qu'est-ce qui ferait qu'une machine, finalement, serait plus humaine que l'humain, hein? Et il y a des tas d'exemples chez Philippe Cadic de ça. En fait, hein, il y a par exemple, à la fin d'un roman qui s'appelle En attendant l'année dernière, un très beau titre, hein, quand même, En attendant l'année dernière, il y a un robot taxi qu'on retrouve en fait dans Total Recall. Il y a un robot taxi dans Total Recall. Et ce robot taxi, en fait, eh ben, le personnage qui est un docteur, en fait, qui veut abandonner sa femme, qui est une sorte de monstre et qui est très malade, interroge le robot taxi sur ce qu'il faut faire. Et le robot taxi, à un moment donné, il l'interroge, il dit mais vous avez vécu avec elle, etc. Et il le convainc en fait de ne pas abandonner sa femme. En fait. Voilà. Donc en fait, le robot taxi fait preuve d'empathie. Voilà. Tout comme l'amibe télépathe de Ganymède, qui est, comme chacun sait, un être très empathique, qui sauve un humain dans les clans de la lune Alphane, en fait, hein, qui passe sous la porte, un humain qui veut se suicider. Hein. Et cette question donc, de l'empathie et de l'empathie au-delà de la matière est quelque chose de fondamental chez Dick, et c'est pour lui ce qui constitue l'humain, le plus humain de l'humain, voire ce qui serait de l'ordre du divin. En fait, hein. L'empathie et la peur de la mort, la peur de l'extinction, parce qu'enfin on va la voir dans Blade Runner, mais je pense à 2001 aussi. Hal, finalement, tout ce qu'il commet, c'est parce que il a peur d'être débranché. Et d'ailleurs, il termine en disant j'ai peur. Oui. Enfin, il y a une question, c'est un rapport où... Enfin, moi je voulais dire qu'une des de Blade Runner aussi, c'est que souvent dans les films, les androïdes sont des êtres artificiels, comme Terminator pour sur Schwarzy, où c'est vraiment un être métallique. On pense que ça prend l'informatique, mais implanté dans son corps. Alors que dans son exosquelette, voilà, exactement. Alors que dans Blade Runner, on a l'impression que c'est des êtres de chair, quand même. C'est pas des êtres... Si on est spatial et démasqué, on dirait vraiment c'est du métal. C'est des êtres de chair. Dans Blade Runner 1, on voit l'asiatique qui construit les yeux. On est peut-être plus proche du clonage que de l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit actuellement. Là, on construit vraiment des êtres vivants qui ont peut-être un vrai cerveau, dans lequel on entend mais c'est des êtres de chair comme nous, et c'est ça aussi qui est troublant dans Blade Runner, et on peut pas vraiment les distinguer de... Ça, c'est une différence quand même avec l'IA. Oui, d'ailleurs, ça fait une bonne liaison par rapport à HAL, en fait, à HAL 9000. C'est qu'effectivement, en fait, dans Blade Runner, oui, mais ce qui est fou, c'est que d'un côté, on voit bien que ça ne peut pas être l'IA seule, en fait, hein, qui n'est pas citée. Donc, c'est au minimum de la biogénétique liée à l'IA, c'est vraiment une sorte de création artificielle utilisant un tas d'éléments. Mais effectivement, ce qui est mis en scène dans Blade Runner ou dans d'ailleurs les bouquins de Philippe Cadic est quelque chose effectivement qui est plus de l'ordre de la théologie expérimentale que de la véritable recherche scientifique en IA, ça c'est clair. En fait, hein, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, mais en même temps, cette théologie expérimentale nourrit et alimente les imaginaires de l'IA, ce qui est un paradoxe. Parce qu'a priori, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir. Bon, mais de fait, si. Donc, d'où le recours au dieu forgeron. Oui. Et justement, est-ce que c'est une vision que j'ai qui serait déformée par moi-même, mais moi je perçois une sorte de critique dans ce que je lis dans Cadic, quand même une critique qui plane sur quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Parce que là, là vous dites donc maintenant c'est parti, en fait, un peu pour faire une promotion de l'IA. Avant de venir sur Quel est l'aspect critique sur tout ça? Oui, alors ça pose tout à fait, et ça pose la question aussi du rapport à la fiction qu'on peut avoir. En fait, hein. C'est une bonne question. Oui, il y a chez Philippe Cadic une critique. Alors, il a varié beaucoup, hein, Philippe Cadic, hein, donc, mais il y a une critique de la technologie. Il y a une nouvelle, je crois, qui s'appelle Visite d'entretien. Il y en a d'autres encore, dans lequel il y a le Sweeble, qui est une invention absolument géniale. C'est une technologie qui se met en panne, alors ce qui est génial, c'est que cette technologie, elle a un côté amibe, protozoaire, en même temps qu'on imagine une sorte de pod à la Existence lorsqu'on lit la nouvelle. Et c'est une technologie qui est faite
pour qu'on soit recto par rapport aux idéologies, à la religion, etc. C'est un système en gros de servitude volontaire, tout simplement, hein, mais technologique. Donc là, il y a une critique qui est évidemment féroce de la part de Philippe Cadic, parce qu'en plus, ce qu'il explique, c'est que la pire des choses, c'est que non seulement il faut accepter d'être sous les ordres d'un capot technologique, mais en plus, s'il est en panne, il faut appeler le réparateur et payer soi-même pour qu'il soit réparé. Donc il dit, c'est quand même terrible. Bon, alors, quand on sait aujourd'hui ce qu'il en est du rapport à la technologie et des as de la Silicon Valley, c'est assez drôle. Hein, voilà. Donc oui, il y a une forte critique, mais en même temps, le robot taxi, c'est une machine qui devient humaine, plus humaine que l'humain. Donc, ce qu'il y a de pire pour Philippe Cadic, c'est moins la machine qui est une pure machine schizoïde, c'est l'humain qui devient machine. Pour lui, et je pense que le clonage culturel, pour l'instant, est quand même 1000 fois plus efficace et moins cher que le clonage réel, pour faire des clones purs et simples, faisant la même chose. Hein. Donc, tout ça pour dire que oui, voilà, il y a une part critique, mais après, qu'est-ce qu'il en sort ? Qu'est-ce qu'il en sort lorsque différents types de personnes voient le film, lisent le livre ? C'est une vraie question. Hein. Une vraie question qui justifie de l'image que je vous montre là. Donc, quand j'ai vu Andy Rubin, le créateur des smartphones Android, donc c'est à la fois le Android, à l'époque c'était une start-up, donc rachetée par Google. En 2016, il n'est plus, depuis fin 2015, il n'est plus chez Google. Et qu'est-ce qu'il fait ? Donc c'était le 8 janvier 2016. Il envoie un tweet pour souhaiter un bon anniversaire d'activation à Roy Batty, le répliquant. Donc vous imaginez, le gars, il a été cherché dans le film Blade Runner, la petite seconde dans laquelle il y a cette image qu'on voit à l'écran, Happy Birthday Roy, donc il n'y avait pas Happy Birthday, mais il y avait derrière les éléments d'activation de Roy Batty. Il a été chercher cette image, il a noté dans son calendrier ne pas oublier de souhaiter bon anniversaire à Roy Batty, et il a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Bon, alors avec le recul, quand on sait que c'est le mec qui a créé les smartphones Android, donc le système d'exploitation qui s'appelle Android, et que lorsque les gens d'Android, donc liés à Google, ont décidé pour la première fois de montrer aux fabricants, parce qu'ils filaient leur OS, donc leur système d'exploitation aux fabricants, qui eux-mêmes faisaient des smartphones, ils se sont dit, mais ils font vraiment c'est de la daube ce qu'ils font, quoi. On va leur montrer ce qu'il faut faire. Leur première gamme de tablettes et de téléphones, ils l'ont appelé les Nexus. Les réplicants s'appellent les Nexus 6, cherchez l'erreur. En fait. Ça veut donc dire que les smartphones sont les ancêtres des réplicants de Blade Runner. Ben voilà. Hein, Andy Rubin est un fan absolu de Blade Runner. Et ça a été motivant dans sa décision de créer des robots, de travailler dans tout ce territoire-là, en fait. Est-ce qu'il avait bien repéré qu'il y avait une critique dans Blade Runner, qui est peut-être moins forte que celle de Philippe Cadic, hein, un questionnement sur l'humain plus que sur la machine et le devenir machine. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais si un jour je mets les pieds dans la Silicon Valley et que je tombe sur lui, je n'hésiterai pas à lui demander. Et si jamais l'un d'entre vous le rencontre, qu'il lui demande, et vous me faites savoir, je vous donne mon mail, et vous me direz en gros s'il avait bien conscience quand même du caractère rebelle et non marketing de la vision de la technologie de Philippe Cadic et de ses critiques. Hein, voilà. Mais ça veut dire que c'est ça c'est un autre débat, mais la fiction a un rôle et elle n'est pas uniquement performative, elle ne performe jamais seule, c'est un contexte qui justifie ça, mais effectivement elle n'est pas neutre en fait. Hein. Donc, on revient à Hal. Parce que dans le film, il n'y a pas tant de... Dans les deux, il n'y a pas ce côté critique, je trouve, de la technique, de la technologie. Elle est là. Non. C'est plutôt ce que les humains vont en faire, c'est-à-dire ceux qui se prennent pour des murges. Et s'il y a un côté plus
enfin peut-être critique et qui est peut-être politique, c'est que finalement, c'est que la Terre, c'est une espèce de ghetto, de quart-monde, et qu'en fait, les gens les plus riches sont partis dans les colonies qu'on ne voit jamais, dont il est question, mais en fait, c'est le rebut qui reste sur Terre quelque part, quoi. Mais oui, les autres ont suivi Elon Musk dans les colonies martiennes, en fait, dont on sait que ça va être un paradis sans pareil, en fait. Hein. Voilà, bon, mais. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est effectivement, il y a des dimensions qui sont effectivement assez passionnantes. Donc oui, alors, tu posais la question sur HAL en fait, hein, et sur le rapport à la mort en fait par rapport à le rapport à. Ouais, le rapport à la mort, la question en fait, quand on trouve le rapport à l'extinction, quoi, parce que finalement on a, Blade Runner, les réplicants se rebellent parce qu'en fait ils ont un temps de vie qui leur est compté. On aura la même chose avec Terminator. En fait, c'est un peu la même idée, quoi. La machine se rebelle parce qu'elle ne voudrait pas être débranchée. Donc, elle veut prendre le pouvoir et éliminer l'humain, parce que finalement, c'est l'humain qui peut la débrancher. Et c'est un peu la même chose avec 2001, avec HAL, finalement, quoi. Il se sent menacé. C'est parce qu'il se sent menacé que... Parce que la mission lui semble menacée, en fait. Hein. C'est déjà quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que le bug, parce que c'est un bug, c'est parce qu'il a une mission, que les cosmonautes, les gens qui sont en hibernation, ne sont pas au courant de la chose. Et que, en tout cas, tel qu'il l'exprime, il a le sentiment que... voilà. Bon, et là, on a d'ailleurs quelque chose qui a été travaillé avec notamment Marvin Minsky et d'autres chercheurs du MIT, hein, donc la forme avec la voie d'aéroport, donc de HAL, qui effectivement, pour l'une des toutes premières fois, ressemble plus à ce qui potentiellement serait une intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, elle n'a pas de corps. En fait, elle a un œil, voilà, hein, qui est bien connu. Et donc, pour revenir à cette question de la mort ou de la disparition, ça rejoint ce que je disais donc, tout à l'heure sur Jean-François Lyotard, dont j'avais oublié le nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on pousse le bouchon, ceux qu'on appelle les transhumanistes, qui pensent que on va demain on a des super intelligences. Il y a une religion qui s'est créée de l'IA d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous savez, d'un certain Lebowski, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais il considère que les IA sont des dieux en fait, qui vont nous dépasser, etc. Bon. Je pense qu'il a encore plus pété une durite que Black Lemoine. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais les transhumanistes, pour revenir donc à ces gens, donc c'est ce courant idéologique américain pour lequel la technologie va résoudre en quelque sorte tous les maux du monde. Dans leur théorie, dans leur imaginaire, il va arriver un moment où on va être, nous, l'équivalent en tant qu'humain de ce qu'est un chat pour nous, quoi. On va être totalement dépassé. Ils ont une vision de l'intelligence qui est totalement logico-déductive. C'est le terme d'origine de l'artificial intelligence. C'est l'intelligence logico-déductive. Et le terme intelligence, je ne sais pas, il y a une expo à voir pour avoir tout ça. Voilà, le terme, en fait, il est pas synonyme très exactement de nos visions de l'intelligence en fait en France. Hein. C'est important à savoir. C'est important à savoir. Mais en tout cas, pour ces Américains-là, ils sont pour la plupart américains. À un moment donné, si on ne veut pas être totalement dépassé et vivre une extinction, ils parlent réellement de l'extinction dans une date qui varie en fonction des moments, c'est-à-dire il y a très longtemps c'était 2025, maintenant c'est 2045 et je pense que dans 20 ans ce sera 2065. Si on ne fusionne pas avec les machines, nous allons disparaître. C'est-à-dire qu'ils connectent la question de l'IA avec la question de la disparition de l'espèce. Hein, des gens comme Werner Vinge, qui est un auteur de science-fiction génial et un scientifique, d'après le texte qu'il a écrit sur la singularité, un peu plus mauvais. Mais effectivement, si on ne fusionne pas, on va disparaître. Et donc, la notion de la vie artificielle, de l'intelligence artificielle, de la créature artificielle, est connectée à celle de l'extinction. Ça vous rappelle rien, ça ? Avant Mary Shelley et Frankenstein, en 1818, au fond, à quel territoire appartenait la destruction pure et simple de la vie et la création pure et simple de la vie ? À la religion. Voilà. Donc une création, et donc au fond ce sont des religieux d'une certaine manière en fait, ou en tout cas leur obsession c'est ça,
hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec cette double obsession et cette idée. La seule chose, c'est qu'effectivement, à partir de Mary Shelley en 1818 et le docteur Frankenstein, parce que Frankenstein c'est le docteur, c'est pas du tout le monstre, hein, c'est le docteur Frankenstein, et quand vous lisez le roman, qui est beaucoup moins caricatural que le film, c'est à des fins scientifiques et de recherche qu'est créé le monstre de Frankenstein. Alors ça finit mal aussi hein, dans le roman. Ça, je spoil. Mais bon, ce roman est passionnant parce que il est le signe d'un passage, même s'il y a encore de la culpabilité, et même si évidemment on ne sort pas du monde judéo-chrétien comme ça d'un coup de baguette magique. Mais en revanche, soudainement, l'idée de la création de la vie, avec derrière la mort, puisque la mort d'un certain nombre d'individus, passe du monde sacré au monde profane. Et c'est vrai que c'est assez fou d'entendre des gens comme Ray Kurzweil et les transhumanistes, parce qu'effectivement, on a l'impression d'entendre des prêtres, hein, et des caricatures de prêtres, en plus. Donc c'est vrai que c'est étrange, en fait. Hein. Ou alors ça montre qu'au fond, l'humain a toujours ces mêmes obsessions et qu'il les poursuit de manière différente, avec différents types d'objets. Et donc constater ce rapport entre l'IA et l'IA forte comme une sorte d'aboutissement de création d'intelligence, donc pour certains de vie, ce qui est en vérité pas si évident que ça. Et de l'autre, ces logiques d'extinction hein, qui sont très présentes dans tout ça. Extinction de l'humain, mort des individus et puis extinction de la planète. Oui, ça montre tout simplement que ce territoire de la génétique, ce territoire de l'IA, sont des territoires qui sont totalement imprégnés tout simplement de notre mythologie. Voilà, donc c'est tout simplement cela. Hein. Je crois qu'il faut que ça prenne acte de ça et s'interroger sur quelles peuvent être les conséquences de ça. En fait, il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir, je pense en fait. Et ça, c'est aussi ça qui suscite c'est des sortes de réinventions. Et c'est ça aussi qui suscite aussi certainement la séduction qu'il y a derrière. La peur, la fascination et en même temps le plaisir. C'est tout ça qui entre en jeu quelque part lorsque ChatGPT arrive, que Midjourney est utilisé. Simplement ça, on ne le voit pas. Hein. C'est-à-dire ce qu'on voit, on voit très bien les techniques, on voit des modes narratifs, on peut voir des usages. Mais au premier abord, on ne voit pas les imaginaires. Alors, ils sont tout aussi importants que les usages et les pratiques. C'est une sorte de trio comme ça qui se joue, et tout se joue en fait dans ce jeu-là en fait à trois branches, entre les pratiques, les usages, entre la technique évidemment, hein, les technologies qui sont en jeu, et puis les imaginaires. Dans ce registre-là, parce que c'est assez, je trouve que c'est assez passionnant et fascinant, c'est comment les choses peuvent bouger d'un film à l'autre ou d'une époque à l'autre ou comme vous disiez tout à l'heure, d'une vision à l'autre. On l'a aussi, je trouve, avec Terminator. Je trouve avec le Terminator 3, qui est en fait que je trouve vraiment fascinant. Quand même, ça se termine où le T-1000, les protégeants, amènent donc John Connor et je ne sais plus comment elle s'appelle, sa compagne, dans un abri anti-atomique complètement oublié. Et en gros, c'est comme si lui était Dieu. Et en fait, est amené, c'était Adam et Ève, dans une espèce de paradis comme ça, en fait, qui est juste un bunker, paradis post-apocalyptique, et comme si finalement c'était la machine qui, en les protégeant jusqu'au bout, amenait quelque part, donner les conditions à la création d'une nouvelle humanité. Là, du coup, on est carrément inversé. C'est-à-dire que c'est la machine qui donne la vie ou une nouvelle vie à l'humanité. Mais c'est très, très persistant dans beaucoup d'œuvres. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on prenne la pièce de théâtre de Karel Capek, qui s'appelle donc Room, Rossum Universal Robots, qui date de 1921. C'est là où est inventé le mot donc robot. Je crois que c'est le frère ou le cousin de Capek qui trouve ce mot-là. Qui vient du tchèque robota, travail forcé, eh bien, il y a à la fin, il n'y a plus que 2 robots qui sont comme Adam et Ève, en fait, à la fin de cette pièce de théâtre. De la même façon, si vous regardez Raised by Wolves de Ridley Scott, qui est une des séries, en fait, donc il y a eu 2 saisons, je crois,
le principe de départ, c'est 2 robots, femme et homme, qui élèvent des enfants. En fait, je vous parle même pas de Ex Machina d'Alex Garland. En fait, je veux dire, sinon, si on essaye de regarder, d'étudier tous ces films, toutes ces œuvres, on voit effectivement que je veux dire, il y a une sorte de, c'est le retour du même en fait, hein, donc qui peut nous interroger sur est-ce qu'on, alors bon, c'est un clin d'œil à quelqu'un ici, est-ce qu'il faut pas aller à la source ou pas, mais voilà, ça pose question en tout cas. Ouais. Ça me fait penser ce que vous dites, justement, vous parliez de notre travail de Ridley Scott, de son obsession justement qu'il a et qu'on retrouve dans Blade Runner sur rencontrer son créateur. Oui. On a ça dans ce film, mais on a ça aussi dans Alien finalement. Ouais, tout à fait. La position de l'androïde, qui est une intelligence artificielle dans Alien, est quand même hyper... il aurait presque pu faire partie du programme ici, avec quand même l'intelligence artificielle du vaisseau qui s'appelle Mother. Quand même. Oui, tout à fait, complètement. Et celui qui punit avec violence, qui pourrait être le father, c'est l'androïde qui va essayer en plus de tuer tout le monde et qui, dans la recherche cinématographique de Ridley Scott par après, même s'il y a des gens plein de gens n'ont pas aimé Prometheus, tout ça, moi je suis très très fan justement de ce travail de recherche. Les 2 derniers là en fait, voilà, Covenant, voilà, le Covenant et comme ça sur ce travail de recherche, avec toujours ce même qu'on retrouve, donc le boss qui fabrique les réplicants dans Blade Runner, qui vit dans un luxe pas possible, et on retrouve son pendant également dans Prometheus, dans tout ce travail de recherche. Et là on se rend compte aussi en suivant le film, désolé si je spoil un petit peu pour ceux que c'est l'androïde qui, en manipulant la technologie déjà de Dieu, finit par recréer les aliens que les androïdes plus tard vont chercher à développer parce qu'ils sont parfaits. Oui, tout ce que vous dites là est juste et effectivement, moi je sais que je me suis revu toute la série des aliens quand j'ai participé au bouquin qui a été fait autour d'Alien en fait, donc c'est assez récent dans ma tête, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que je les confondais avant en ayant vu les uns les autres. Mais d'ailleurs, ce qui est fascinant là-dessus, donc sur Alien, c'est que le rapport à la robotique est totalement différent d'un film à l'autre chez Alien. C'est-à-dire que dans le premier, le robot dont on ne sait pas que c'est un robot, un androïde en fait, hein, est quand même une sorte de valet du pouvoir. Il symbolise en quelque sorte l'ordre, la multinationale en fait. Hein. Ce qui est assez fascinant, c'est que le même, au fur et à mesure du 2e et du 3e, passe en quelque sorte de l'autre côté du miroir, et il devient dans Covenant quelque chose au fond de plus classique en fait. Hein. C'est-à-dire, oui, une sorte de symbole de perfection, et puis effectivement une recherche. Et il trouve dans l'extraterrestre quelque chose de proche, parce que tendant vers une sorte de perfection, certes barbare et hyper violente. Voilà. Moi, ce que je regrette, mais ça c'est un autre débat, c'est le côté des dieux, etc., le côté tout dire en fait, et de trouver une sorte de solution qui est assez... Voilà. Oui, mais il n'a pas trouvé, voilà. Bon, mais ça, c'est un autre débat. On sort du sujet. Mais oui, tout à fait. Donc tout ça, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant dans toutes ces questions-là, à mon sens aussi, c'est que ça pose la question du créateur, du rapport à la création, effectivement très patriarcal au final chez Stanley Kubrick. Hein. Ursula K. Le Guin a fait un texte sur la fiction panier dans lequel elle a opéré une critique assez radicale de cette logique-là. C'est une arme, la technique est réduite à une arme, donc c'est quand même assez caricatural. C'est vrai que moi quand j'ai vu et j'ai adoré 2001, je l'avais pas percuté, quoi, ce qui prouve que je suis peut-être, voilà, on est tout un peu déformé en fait. Mais donc voilà, mais en tout cas. Oui, il y a cette... en tout cas, cette... je ne sais plus où je voulais en venir là. Je pense qu'il faut d'autres questions ou se reposer bientôt. Mais, de toute façon, oui, parce que ça fait... Il est, oui. Il est 22, mais si vous avez d'autres questions, quand même... Mais c'est sûr. Oui, on peut... Voilà. Mais en tout cas, mais effectivement, en 2001, il y a cette dimension-là aussi qui est très, très forte. Oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça y est, j'ai repris mon fil, comme quoi mon IA vient de me parler, vient de me donner la solution. Non, ce que je trouve passionnant, au fond, dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a à la fois un rapport à la fabrication, c'est-à-dire je crée, donc à la création de quelque chose de vivant, et il y a un rapport à l'altérité. Et il y a les deux.
en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire que l'idée d'un robot, d'un androïde qui prend réellement son autonomie, qui vont se raconter des histoires entre eux, ça devient un alter ego. Ça devient une alternative. En fait. Il y a par exemple une nouvelle de Ray Naylor qui est sortie récemment. C'est un jeune, parmi la nouvelle génération d'auteurs, qui a imaginé un bâtiment intelligent. Et on constate qu'il est conscient. Et on rentre, il parle à la première personne, on a vraiment le sentiment d'une conscience, en fait. Bon. Et la question de l'extraterrestre aussi évolue et change. C'est-à-dire qu'on est passé de l'extraterrestre forcément destructeur, lointain, à un extraterrestre à l'image de Denis Villeneuve, justement, dans Premier Contact, qui est tiré d'une nouvelle de Ted Chiang, qui s'appelle L'histoire de ta vie, où effectivement, on est dans un rapport à l'autre. Et comme par hasard, c'est l'attitude maintenant qu'on a par rapport aux animaux, en sciences éthologiques et autres, c'est-à-dire l'évolution du rapport. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'animal, l'autre, c'est l'IA, mais qu'on a fabriqué pourtant. L'autre, c'est l'extraterrestre. Là, on ne l'a pas fabriqué, là, pour le coup. Sauf si c'est les dieux de Ridley Scott dans Alien. Donc là, celui-là, et c'est ça. Donc, bon, mais avec des variantes, on a de multiples formes de l'altérité, là, quelque part. Et en même temps, c'est de multiples formes aussi. Alors, sauf l'extraterrestre, même si, à moins de considérer que c'est une altérité conçue uniquement par l'humain, parce qu'effectivement, comme il n'existe pas, mais ça, bon, après, on rentre dans un autre débat, mais en tout cas, voilà. Je trouve que c'est en tout cas, quand on étudie, quand on lit la science-fiction, on se rend compte de ça, en fait, et de cette double dimension qui fait aussi la fascination, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bug de HAL, c'est aussi quelque chose qui nous parle de l'autonomie, en fait, de la surprise, de quelque chose qui, certes, il devient tueur, mais donc il y a quelques dangers visiblement, mais voilà, ça nous parle aussi de l'altérité quelque part, en fait, et de la capacité ou pas d'un être créé d'être autre en quelque sorte, en fait, ce qui nous ramène à Dieu par rapport aux humains d'ailleurs, mais entre nous soit dit. Oui, quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, c'est qu'est-ce que c'est déjà la définition de l'intelligence. Et c'est vrai que moi je suis assez contestataire de l'intelligence artificielle comme terme, parce que déjà on a du mal à définir ce que c'est l'intelligence naturelle. Et c'est pour ça que notamment en ce moment, comme vous le dites, on est en train de complètement réévaluer l'intelligence animale. On ne considère plus comme des choses stupides, mais qu'on a une forme d'intelligence différente de la nôtre. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le film Premier Contact, comme vous dites, c'est que les extraterrestres viennent avec une intelligence qui est complètement différente de la nôtre. Ils sont justement pour apprendre à l'humain à penser différemment, à penser davantage comme eux. Et donc je trouve que c'était intéressant de voir que voilà, on peut imaginer d'autres formes d'intelligence. Oui, moi j'avoue que je suis assez d'accord avec vous. Alors, pour les gens qui aiment le rapport à la science, il y a tout un passage dans la nouvelle de départ de Ted Chiang, Histoire de ta vie, où on comprend que le mécanisme de pensée en simultané et non pas temporel des extraterrestres est quelque chose que Ted Chiang a tiré d'une analyse du principe de Fermat, de la diffraction de la lumière entre l'air et l'eau. En fait, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une totalité dont on sait ce qui va se passer avec cette logique de diffraction de la lumière. Et donc, et c'est comme ça qu'il a imaginé un rapport au temps d'extraterrestres qui n'a rien à voir, en fait. Et tout est basé là-dessus dans le Premier Contact. Mais dans le Premier Contact aussi, le truc qui est assez fascinant, c'est que c'est des poulpes à 7 tentacules au lieu de 8. En fait, avec l'encre et tout ça, etc. Donc, c'est comme s'il nous racontait qu'on a considéré comme des choses les poulpes dont on découvre qu'ils sont vraiment qu'ils ont une vraie intelligence aujourd'hui, même si effectivement ils n'ont pas conçu d'IA. Donc, on voit bien en fait les changements de monde, les changements d'évolution. C'est-à-dire un film comme Premier Contact, il nous raconte tout ça. Il nous raconte un autre rapport à la science, il nous raconte un autre rapport à l'animal, il nous raconte un autre rapport à l'altérité. En fait. Et donc ça, pour le coup, ça en fait, ça, en ce qui me concerne, ça justifie que j'ai beaucoup aimé le film et la nouvelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, une dernière question, parce qu'on arrive à la demi, donc on va peut-être faire une pause avant le film. N'hésitez pas, oui. Vous avez des références actuelles par rapport à ce sujet qui vient de sortir, parce qu'on parlait de nouvelles Alors par rapport au sujet de l'IA, ou dans les mondes proches, tout ça, oui, tout à fait. Alors ça dépend ce qu'on cherche, mais moi il y a une autrice que j'aime beaucoup, qui est dans une sorte de logique utopique, qui est très passionnante, qui est Becky Chambers,
Et elle a fait notamment des histoires de moines et de robots. Elle a fait un livre qui s'appelle Apprendre par bonheur par rapport à la conquête spatiale, où il n'y a pas de conflit, rien, qui est une sorte de logique découverte, quoi. C'est un modèle par rapport aux sciences. Et dans ces histoires de moines et de robots, donc le premier, c'est, je crois, une prière pour les robots recyclés sauvages, un truc comme ça. C'est pas une prière, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Mais ça parle des robots recyclés sauvages. Et c'est vraiment de la poésie. C'est comme une sorte de une planète qui est une sorte de miroir inversé d'une autre, où ils ont une lune, où ils ont vraiment réussi leur transition écologique. Et c'est l'histoire d'une moine de thé qui s'appelle Fordex, qui va découvrir un robot recyclé sauvage, puisque les robots recyclés sauvages, à un moment donné, les robots ont décidé de quitter toutes les usines et d'expérimenter la vie, donc d'accepter de mourir pour expérimenter la vie. Et donc elle le rencontre, il y a une sorte de dialogue, d'amitié comme ça. Donc là, on est vraiment sur un envers par rapport à l'IA, mais qui pose un tas de questions par rapport à l'humain, par rapport au rapport à l'animal aussi, à un moment donné d'ailleurs, et qui est assez intriguant. Voilà. Et il y a donc Becky Chambers, donc là, qui est vraiment une autrice assez passionnante sur toutes ces questions-là. Après, il y a tout un tas de jeunes autrices, beaucoup d'autrices d'ailleurs, de science-fiction. Il y a effectivement après, il y a, Olivier Paquet que j'ai cité, donc lui est un auteur qui a écrit beaucoup de textes autour de la question des IA. Il y a l'ICAM, en fait, la résolution de l'ICAM, c'est dans une collection qui s'appelle Utopia chez La Volte. Résolution de l'ICAM, c'est quelque chose un petit bouquin qui est assez génial, parce que justement, l'IA, au début du bouquin, elle le met en scène comme entre les mains du marketing, dans une logique d'effondrement, une sorte de truc dont on a parfois le sentiment que c'est assez terrifiant. Et elle met en scène une IA psychologue qui s'appelle Sun, qui effectivement, en fait, elle tisse des conditions, elle met en parallèle la logique de reconstruction d'une communauté sans les hiérarchies, sans les systèmes de profit, etc., avec une IA qui sert d'interlocutrice. Donc, ça s'appelle Résolution de l'ICAM. C'est un bouquin qui est sorti en 1979. Les deux bouquins de Becky Chambers, l'histoire de moines et de robots, sont sortis, je crois, en 2021 ou 2022-2023. Je pourrais citer d'autres exemples, mais il faudrait encore que je fouille dans mes mémoires et dans ce type de recherche. Mais oui, il y a aujourd'hui, en tout cas dans l'écrit, dans la littérature de science-fiction, toute une nouvelle génération, avec en plus beaucoup de femmes qui donnent envie de les lire. Voilà. Moi, je proposerais Mars Express, qui est sorti l'année dernière, qui est un film français d'animation. D'accord. Et qui est vraiment très très beau sur le sujet. Sur les IA ? Sur les IA, la SF en général. Super, je n'ai pas vu, donc là pour le coup je vais noter. Sinon, alors c'est un peu à côté, je pense qu'il y a une thématique un peu en rapport, c'est Altered Carbone. Ouais. Mais qui est pas très réussi. Au départ, ça devait être la version série de Blade Runner, Altered Carbone. Et les dialogues sont pas terribles en fait. Mais on est dans ces univers-là, tout à fait. Voilà. Ouais. Il y avait des carbones et silicium aussi. Qui est génial. Oui, de Mathieu Bablet. Ouais, qui est super. Où on retrouve d'ailleurs cette fascination, cette logique de l'extinction, quelque part. Ce rapport entre l'IA et l'extinction, qui est d'ailleurs, on n'a pas parlé d'un film qui est le AI, Artificial Intelligence de Steven Spielberg, qui là aussi est un archétype. En fait, je vous conseille d'écouter les premières 8 minutes de AI, dans lequel il y a une sorte de speech. Alors, on ne sait pas trop si c'est dans une boîte ou si c'est universitaire, c'est un peu à l'américaine. Mais là, on a l'effondrement, on a le rapport à l'empathie. Ça dure 8 minutes, vous regardez ça. Moi, c'est les 8 minutes que je montre à mes étudiants. Donc, au début de mes cours que je donne sur des imaginaires, et quand je parle des imaginaires de l'IA, je leur montre ce début de Artificial Intelligence de Steven Spielberg. Parce que c'est très, très parlant, en fait. Voilà, très parlant et très... Et on y retrouve cette dualité, en fait, entre l'extinction et... Très réussi. Sur le rapport avec l'évolution, c'est la décentralisation de l'humain. Très réussi. Décentralisation de l'humain. Si tu arrives à créer une très réussi. Ça veut dire que tu peux la confondre avec un humain. Ça veut dire que l'humain n'est pas exceptionnel. Très réussi. Très réussi. De toute façon, si jamais on tombe sur un extraterrestre, c'est-à-dire que... Très réussi. De toute façon, si la Terre n'est pas au centre de l'univers... Très réussi. Très réussi. Oui, bah c'est des questions, mais de toute façon, ça rejoint ce que je disais par rapport à l'altérité, en y ajoutant une autre dimension qui est celle de l'ailleurs. C'est-à-dire que après, on a chacun nos convictions, et je veux être plutôt agnostique. Mais en revanche, j'avoue que
d'une certaine manière, même si je sais qu'on ne sera pas de mon vivant et même avant une éternité, j'aime l'idée de croire à l'extraterrestre, en fait. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord. Je pense que quelque part, l'extraterrestre est terrestre. Il a une dimension terrestre, en fait. Parce qu'il a une dimension empathique et qu'il met en scène un ailleurs qui sort, en quelque sorte, de la religion, qui échappe à la religion. Ou peut-être qu'il peut le retrouver aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a des religions qui mettent en scène les extraterrestres qui seraient arrivés, etc. Donc, les Dogons, par exemple. Hein, donc avec Philippe Cadic en parle dans Siva, entre autres. Mais oui, de toute façon, toutes ces dimensions-là. Ce qui est génial, en fait, avec le sujet de l'IA, en fait, je pense que nos amis de Quai des Savoirs s'en sont rendus compte, c'est que on peut faire 18 expositions, en fait, au lieu d'une. Il n'y a aucun problème. En fait, on tire les fils, et quand on tire les fils, on se rend compte que voilà, qu'on a forcément... ils m'en ont pas parlé, mais c'est même pas la peine. Je peux vous lire tout de suite le nombre de frustrations absolument gigantesques. Parce que, ça, vous voyez tous les fils qu'on arrive à tisser, en fait. Hein. C'est assez fou. Voilà. Merci à vous.